Merci à tous d'être ici. Donc, je ne vais pas trop tarder. Je vais partager mon écran. Je suis ici aujourd'hui avec ma collègue Gaëlle. Bonjour. Gaëlle, Gaëlle, tu peux rapidement nous dire qu'est-ce que tu fais pour Caravani? Moi, en fait, je m'occupe des assurances et des vols pour tous les voyages caravaniers. Donc, j'ai peut-être déjà eu l'occasion de passer à l'achat des vols pour des voyages que vous avez fait avec nous. Donc voilà. Puis Gaëlle a été, elle vient de retourner du Pérou. Elle a été en septembre. Donc, je l'ai invitée à participer avec nous parce qu'elle a toutes ces images puis toutes ces anecdotes à nous raconter bien fraîches. Donc, je partage l'écran. Euh, me direz si vous voyez quelque chose. C'est bon, vous voyez Caravani? Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, juste pour ceux qui nous connaissent un peu moins, je vais passer rapidement. Donc, on a une toute petite agence. Genre, des fois, on a l'air grand et que ça fait longtemps qu'on est là. Oui, ça fait depuis 1988 que Caravani a été fondé. Puis depuis, on fait des voyages, beaucoup de randonnées, kayak, alpinisme. Pérou, ça a été depuis le début de l'histoire Caravani, une de nos destinations fortes. Les premiers voyages qu'on a fait au Pérou, c'était le Waiwash. Et après, on a commencé à développer plus d'autres circuits de ce voyage au Pérou. Puis là, on voit bien Vico que je vais vous présenter. Donc, dans cette photo, c'était quand on a fêté notre 20 ans. Puis c'était la première fois qu'on a eu l'occasion d'inviter tous nos amis un peu de partout. Donc, la photo, il y a Babou de Népal, Richard, le fondateur de Caravani, Ivan d'Équateur, Vico du Pérou. Et c'était la première fois, c'était très charmant. Puis on était très émus de pouvoir finalement, on attendait un de l'autre, là, mais ils ne sont jamais rencontrés. Puis après 20 ans de travailler avec ce dominateur commun qui c'était Caravani, on a pu se rencontrer tous au Maroc. Donc, c'était très chouette. Puis justement, Caravani, pour nous, je parle plus à Ivan et à Vico, que c'est des amis qui sont devenus amis, que des fois avec ma propre famille. Donc, on est devenus vraiment, vraiment, pour nous, c'est pas juste un partenaire, c'est pas juste un fournisseur, c'est vraiment Ivan, Vico, puis on est au courant quand sa maman, son enfant, tu sais, on est vraiment, vraiment, notre relation est très forte, puis on veut, puis c'est sûr que si vous voyagez avec nous, vous allez sentir ça. C'est plus juste que relation d'affaires, c'est vraiment, on est des humains, puis on aime ça mettre à l'avant. Puis, on s'inquiète beaucoup aussi pour notre belle planète. On parcourt beaucoup notre planète comme voyageur, comme guide ou comme spécialiste. Donc, on voit bien que la planète a besoin pas de nous. Donc, on est très impliqué. Dans notre prix, par exemple, on compense toujours l'avion. Donc, on travaille avec Planète Air. Donc, pour aller au Pérou, par exemple, vous allez payer autour de $60 pour compenser la portion aérienne. Donc, on sait bien qu'en voyageant, c'est là notre impact majeur. Donc, c'est ça on a une calculatrice, puis selon les escales, selon les vols, ça nous donne un prix, puis c'est pour ça qu'on compense, puis le prix est déjà affiché sur les prix qui est dans les sites Internet. Puis nous, comme entreprise, on offre 1% de notre chiffre d'affaires, qui n'est pas négligeable, à un autre organisme qui s'appelle 1% pour la planète. Donc, il y a toute notre valeur, notre éthique, les informations à propos de ça dans notre site Internet. Donc, je ne vais pas trop tarder là-dessus, mais je voulais vous glisser un petit mot sur quelques actions concrètes qu'on fait. C'est pour ça notre logo, c'est Voyager et Agir, parce qu'on ne veut pas juste promettre des choses, on veut vraiment aller à l'avant. Donc, au boulot, on est peut-être une dizaine, pas plus. Après, il y a des guides, donc il y a des spécialistes, souvent c'est par région. Donc, je m'occupe souvent beaucoup, beaucoup de voyages de kayak. Je me suis occupée, ça fait 10 ans que je travaille au Caravanier, puis Amérique latine, Amérique du Sud, c'est un peu ma spécialité.
Et puis, on a par exemple Gaëlle qui s'occupe des vols, des assurances. Donc, elle gère son département. Euh, Puis on a vraiment un gang des guides qui sont, c'est aussi un peu, ça fait partie de notre corps, de notre âme de caravanier. Au Pérou, c'est une histoire, voilà, une photo de moi dans un de mes passages au Pérou. Euh, Au Pérou, on a une relation un peu, comme je dis, ça fait vraiment longtemps qu'on y va, plus de 25 ans qu'on visite le Pérou, qu'on travaille beaucoup avec l'équipe locale pour trouver la meilleure façon de pouvoir vous faire découvrir le Pérou avec tout le respect, on cherche toujours c'est quoi le meilleur endroit pour passer, même si ça ajoute une journée, ce qu'on pense que ça vaut la peine de passer par cette col ou de contourner cette montagne. Donc, on y va souvent. La belle histoire du Pérou, c'est qu'il y a Vico qui on ne les voit pas quand on voyage au Pérou, mais c'est lui comme un peu le chef de l'orchestre. Euh, c'est lui qui va faire toute notre réservation. C'est l'ange gardien aussi de chaque guide, de chaque groupe. Lui a commencé sa carrière comme guide. Puis lui, il voyait bien qu'il y avait beaucoup d'injustices, par exemple, que les porteurs étaient souvent surchargés, que celui qui s'occupe des mules était mal payé, que c'était souvent l'entreprise qui gardait la plupart des bénéfices ou pour devenir un peu compétitif, baisser trop de prix, mais en baissant le prix, ça faisait qu'il ne donnait pas une bonne offrait traitait pas bien ses employés. Donc, lui, en fait, il voulait démarrer son entreprise pour mettre en valeur puis démontrer que c'était possible de créer une entreprise qui respecte l'environnement, mais qui respecte aussi les personnes qui travaillent. Donc, Caravani a aidé Vico pour commencer son entreprise il y a quelques années. Puis aujourd'hui, on a Caravani Pérou. Donc, c'est Vico qui a fondé l'entreprise qui s'appelle Caravani Pérou. Donc, quand vous visitez Pérou, vous visitez avec Caravani Pérou. Puis, tranquillement aussi, nous, on envoyait, comme dans la plupart de notre voyage, un guide qui partait du Québec avec les groupes, souvent qui restait toute la saison sur place. Et tranquillement, il y a une génération qui a appris le français, qui parlait très bien français, qui était très passionné, très, très professionnel. Donc, on a donné une chance avec cet esprit encore d'encourager, de laisser dans notre domaine une bonne intention, un bon passage quand on les visite. Donc, on a donné l'opportunité à ces guides de pouvoir être les guides caravaniers. Donc, pour aujourd'hui, si vous visitez le Pérou, il n'y a pas de guides qui partent d'ici. C'est des guides péruviennes comme Diego, Wilfredo, Justino et on a d'autres qui sont formés. On envoie des guides et des formateurs d'ici, par exemple, pour les sécuriser. Oui, les sécuriser, mais pour apprendre sur l'altitude, pour apprendre à traiter n'importe quelle blessure en région isolée. Donc, il y a vraiment toutes les formations qu'on exige aussi pour les guides ici. Plus, ils ont les permis du Pérou pour entrer sur différents sites archéologiques. Puis, si vous allez au Pérou, vous allez rapidement trouver sa passion pour leur pays, son goût de la partager aussi. Diego et Wilfredo, par exemple, ils viennent d'une famille de guides, donc les deux sont guides, c'est des frères. Son père était guide, donc et guide encore, je pense, son père. Donc on voit bien que c'est un travail, c'est un domaine qui s'est transmis d'une génération à l'autre, puis qui continue. Puis je ne serais pas étonnée si jamais on a des enfants, que les enfants révélaient aussi d'être guide parce que c'est un métier quand même intéressant au Pérou, puis ça les permet aussi de connaître de cette culture. Donc voilà pour l'équipe locale. On a bien évidemment aussi, c'est pas juste les guides puis Vico qui participent, on a toute une équipe de cuisine, on a une équipe aussi qui transporte les bagages, donc soit les porteurs ou les arrieros. Donc vous allez
vraiment être beaucoup avec les Péruviennes. Des fois, ils parlent espagnol, des fois, ils vont parler Quichua, que c'est la langue native de montagnes autour de Cusco. Les guides, bien sûr, comme je disais, ils parlent bien français. Donc, si vous parlez un peu d'espagnol aussi, ça va être votre occasion de pouvoir pratiquer avec Raoul ou avec Raoul, c'est notre cuisinière, ou avec l'Arriero ou avec quelqu'un de l'équipe. Il y a une petite vidéo dans notre site internet que je vous invite à découvrir. Ça présente un peu l'équipe, puis vous allez voir les charmes des peuples péruviens. Donc, je ne vais pas trop tarder, je vais continuer tranquillement, mais là, je vous présente rapidement notre voyage. Le Pérou, je commence par le Pérou. Donc, le Pérou, bien sûr, et en Amérique du Sud, il y a ici, on voit, il y a un petit point bleu, ça c'est le lac Titicaca tout au sud du pays. Le lac Titicaca est partagé avec la Bolivie. Et après, on a aussi une frontière avec le Chili, puis plus au nord avec l'Équateur et la Colombie, puis bien sûr aussi côté Amazonie, il y a une frontière avec le Brésil. Donc, le pays, c'est quand même un pays assez grand. Il y a la cordillère des Andes, bien sûr, qui les traverse. Il y a Lima, justement, je voulais vous montrer que c'est là notre entrée. Lima, c'est la capitale, puis c'est là qu'on va atterrir avant de se rendre. Donc, on a deux voyages, bah, en fait, deux régions qu'on va visiter, qu'on peut visiter avec Caravani. Il y a Cusco et tous les voyages qui se passent autour de Cusco. Puis, il y a un peu plus au nord, la cordillère de Huayhuash et la cordillère Blanche, qui ça, c'est un autre voyage. Donc, si vous voulez voir les Machu Picchu, vous devrez aller vers Cusco. Si vous voulez, par exemple, c'est votre 12e voyage, ça se peut bien, au Pérou, puis là, vous voulez découvrir une autre chose. Donc, on a créé un voyage vraiment magnifique qui est la version peut-être numéro 50, plus au nord, dans la cordillère Blanche, puis la cordillère de Huayhuash, qui est un voyage vraiment magnifique. Puis plus au sud, je disais le lac Titicaca qui partage avec la Bolivie. Donc, on a un voyage qui est plutôt en Bolivie, mais qui on est toujours très proche de la frontière du Pérou, qui s'appelle Apolobamba, que je vais vous parler à la fin. Donc, dans tout notre voyage au Pérou, vous allez voir toujours Cusco, la vallée sacrée, qui c'est souvent notre moment de nous adapter à l'altitude, puis Machu Picchu. Donc, ne vous inquiétez pas, dans tous les voyages, vous allez voir ces trois aspects, Cusco, vallée sacrée et Machu Picchu. Juste pour vous situer, quand je parle de la vallée sacrée, on parlait Cusco, ici on les voit plus bas. Puis la vallée sacrée, souvent il va suivre un peu la rivière des Vilcanoto, la rivière de l'Urubamba, qui est plus, vous voyez, Cusco, puis là il y a Pisac, et c'est souvent notre premier notre premier petit village qu'on va visiter. Puis déjà, il y a des vestiges archéologiques très intéressants. Puis après, par exemple, on va visiter Ollantaytambo, qui est plus à l'ouest, qui est là, tranquillement, on commence à s'approcher vers les Machu Picchu. Donc, on a des attraits touristiques quand on visite Cusco, que c'est sûr qu'on veut voir. Puis nous, on essaie de les introduire dans notre journée d'acclimatation à l'altitude. Donc, c'est souvent des 2 ou 3 jours, souvent 3, 4 jours très, très intéressants parce que ça nous permet de bouger, ça nous permet de visiter beaucoup de choses avec l'intention de découvrir, apprendre de l'histoire, mais surtout de nous adapter à l'altitude avant de commencer à exiger les corps un peu plus. Ce qu'on va visiter les Machu Picchu, juste, j'aurais besoin d'un petit instant parce que j'ai une situation avec mon ordinateur, mais j'invite Gaëlle de vous parler rapidement du Machu Picchu. Comment est-ce qu'on visite les Machu Picchu? Combien de temps dure, par exemple, la visite? Alors, déjà, il faut savoir que le Machu Picchu, on y arrive par le sentier Inca. Donc, on a quand même une petite partie de marche sur le sentier Inca avant d'y arriver. Donc, marche toujours progressive. Hein, puis, arriver, enfin, pas en fin de journée, mais presque, on arrive en fait à la porte du soleil. On a déjà de la porte du soleil un aperçu sur le Machu Picchu. Et c'est déjà un des moments les plus magiques du voyage, on va dire. Donc voilà, on reste un petit peu à la porte du soleil, le temps de profiter un petit peu de la vue.
Et puis, donc plus tard, on continue un peu la marche et on arrive au belvédère en fait du Machu Picchu, donc un peu plus haut dans les montagnes. Et donc, en fait, Machu Picchu, on va le voir finalement à ce belvédère-là. Puis le lendemain, on y retourne pour faire la visite vraiment du site du Machu Picchu. Et puis, pour ceux qui le veulent, vous voyez en fait la grosse montagne qu'on voit en fait sur l'image, donc le Huayna Picchu. Pour ceux qui le veulent, il y a aussi cette ascension du Huayna Picchu qui est quand même je ne vais pas dire vertigineuse parce qu'il y en a finalement qui ont le vertige et puis qui ont pu faire cette montée du Huayna Picchu sans vraiment trop de problèmes. Donc voilà, en fait, on va voir finalement le Machu Picchu sur 2 jours. Et puis finalement, on se rend vraiment compte de la grandeur en fait du site quand on y est. Par rapport aux photos, en fait, les photos remontrent pas vraiment en fait cette grandeur-là. Je ne sais pas si certains en sont allés, par exemple, au Grand Canyon. On se rend compte sur place de la profondeur en fait de ce lieu. Et puis donc, c'est ce qui ajoute un peu la magie en fait au fait vraiment d'être sur place plutôt que de le voir en photo. Merci. Ben, vous savez que les Machu Picchu, on peut les faire dans une journée. On peut se rendre à Aguascalientes, les bus te laissent à l'entrée, tu les visites, puis tu retournes. Donc, nous, on voulait pas proposer ça. Donc, on a toujours cherché la meilleure façon de pouvoir rentrer visiter ces magnifiques sites. Et une chose drôle, parce que souvent, c'est quand il y a des personnes qui nous appellent pour aller au Pérou, ils disent, je vais faire les treks du Machu Picchu. Puis finalement, quand tu pars avec l'idée de qu'est-ce que tu veux voir, c'est les Machu Picchu, mais quand tu retournes au pays, c'est peut-être tu vas parler 50 minutes de la nourriture, de tes rencontres, des paysages, puis tu vas parler peut-être 2 minutes du Machu Picchu. Donc, juste pour dire que on est emballé par cette image, par l'histoire du Machu Picchu. On veut voir les Machu Picchu, on les voit, mais finalement, le voyage est bien plus riche que juste la visite du Machu Picchu. Donc, on parlait de la vallée sacrée. Je vous disais qu'on visite différents sites, donc des sites que peut-être aujourd'hui ça vous dit rien, mais que pendant votre séjour, c'est des endroits que vous allez visiter, Pisac, Sacsayhuaman, Miss Mina, Ollantaytambo. Donc, on avait vu dans la carte, c'est tout assez proche. On va dormir, par exemple, une nuit ou deux à Pisac, on va dormir une nuit à Miss Mina. Donc l'idée, c'est, comme je disais, l'objectif principal, c'est adapter le corps à l'altitude. Et on va profiter pour apprendre un peu plus de l'histoire, découvrir tous ces sites, commencer à nous immerger un peu sur la culture péruvienne également. Donc, beaucoup de terrasses, c'est sûr. C'était la culture péruvienne était très connue pour l'agriculture. Aussi, c'est une architecture assez impressionnante. Tu te demandes comment ils ont fait pour bouger ces sortes de roches immenses et pourquoi ils ont fait ça. Donc, tout a un pourquoi, puis tout a une explication. Mais c'est très intéressant. Là, on voit bien Ollantaytambo, que c'est une forteresse. On va prendre de pourquoi, comment ils ont fait. Puis là, par exemple, les salines des Maras aussi qu'on va visiter, c'était très important parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des frigos. Donc, si vous voulez que la nourriture, conserver la nourriture un peu plus longtemps, ben, il fallait la saler. Donc, les sels étaient comme notre monnaie, là, avait une valeur importante. On pouvait changer, donc c'est très intéressant. Et pourquoi il y a du sel au milieu des montagnes aussi, c'est très intéressant de découvrir tout ça. Et là, avec cette communauté, la communauté Miss Minay, c'est une toute petite communauté qui voulait justement commencer à travailler avec le tourisme, avec les écoles, entre autres une école. On a créé plusieurs voyages scolaires caritatifs solidaires. Donc, ils sont passés 2 ou 3 semaines à différentes années pour les aider
bâtir les centres communautaires, améliorer l'infrastructure de l'école. Donc, on a établi finalement une super belle relation avec la communauté. Puis aujourd'hui, chaque famille construit des petites, comme c'est des chambres, mais donc on dit souvent, on va dormir chez l'habitant, mais on ne va pas dormir vraiment à l'intérieur de la maison de la famille. Chaque famille a construit comme des chambres à côté pour qu'on puisse bien passer notre nuit. Souvent, ils nous reçoivent avec une petite danse, ils nous font à manger. Donc, c'est une belle façon de faire une belle rencontre. Une rencontre aussi, on sait bien que les gens vont pas s'habiller de façon traditionnelle une heure avant parce que les chauffeurs annonçaient qu'on arrive. C'est des gens qui restent dans ces traditions, qui sont fiers de ces traditions et qui nous partagent ça avec vraiment euh, très généreusement. On va aussi là-bas parce qu'il y a un site qui s'appelle Morail, il y a un météorite qui est tombé puis qui ont profité les Incas pour faire un petit laboratoire agricole et adapter par exemple différentes espèces, entre autres des patates à différentes altitudes. Puis quand on arrive sur place, ben, on peut pas voir l'ampleur du site parce qu'on est comme au niveau de la plus haute terrasse. Pendant que Miss Mina, il y a une petite mirador, une petite halte qu'on va marcher puis qu'on va pouvoir les voir de haut. Puis là, c'est vraiment incroyable. Miss Mina, c'est une bonne façon aussi de savoir si on s'est bien adapté à l'altitude avant de commencer le trek. Donc, souvent, c'est notre dernier dodo avant de commencer à faire la randonnée dans les montagnes. Donc, Cusco, finalement, comme je disais, c'est Cusco, on va les visiter aussi. Après Lima, il faut atterrir à Cusco, on est obligé. Donc, Cusco, c'est plutôt la ville coloniale. Et il y a beaucoup plus de personnes qui habitent à Cusco que dans les autres villages qu'on vous a présentés. Il y a une université, le centre-ville est super charmant, c'est assez sécuritaire. Vous pouvez facilement même prolonger, avoir un jour ou deux de plus à Cusco et juste planer, aller manger dans un bon restaurant, prendre un bon café dans la plaza. Donc, il y a toute une histoire mélangée entre les Incas qui étaient là aussi, puis les Espagnols qui sont arrivés. Puis souvent, par exemple, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est que dans chaque vestige ou architecture important Inca, ils mettaient ça par terre, puis après, ils bâtissaient une église juste pour montrer que c'était eux qui étaient les plus forts. Donc, il y a toute une histoire. Les gens sont très sympathiques. C'est pas rare que si on est un peu perdu, on cherche l'hôtel, il va y avoir souvent quelqu'un qui va s'approcher. Vous êtes perdu, est-ce que vous avez besoin d'aide? C'est assez facile, c'est difficile à se perdre, c'est très carré. Donc, c'est une ville assez intéressante. Il y a des marchés, bien sûr, des marchés artisanaux, des marchés pour acheter la nourriture qui sont très intéressants à visiter. On a dans notre circuit une journée de visite à Cusco. Donc maintenant, côté trek, randonnée. Donc, on a des voyages modérés soutenus. Nous, on n'est pas dans les bottines comme de cette agence. On n'est pas 3 bottines, 4 bottines, 5 bottines. Ici, c'est modéré soutenu. Puis, sachez déjà que notre voyage sont pensés pour des randonneurs déjà. Donc, en modéré, ça veut dire qu'on est en altitude, ça marche plusieurs jours consécutifs. On est en camping. Les dénivelés peuvent être autour de 700 mètres de dénivelé plus ou moins par jour, positive et négative. Donc, c'est là qu'on cote modéré. Soutenu, c'est souvent parce qu'on a un peu plus de jours de randonnée. Donc, par exemple, si on parle de modéré, les sentiers Inca, les Salcantay, sentiers Inca, c'est 5 jours. Salcantay, c'est 7 jours. Pendant que si on va déjà à Choquequirao, au Sangate, là, on parle de plus de 8 jours consécutifs de randonnée, ou bien que l'altitude est majeure, donc à considérer. Et par exemple, dans le côté Choquequirao, c'est le dénivelé qui rend vraiment soutenu le voyage, parce que là, on parle des plus de 700, on parle vraiment des 1000 mètres de dénivelé par jour. Donc, c'est comme ça qu'on cote notre voyage. On prend en considération différents critères. Donc, c'est sûr qu'on ne pourrait pas dire facile parce qu'il est à l'altitude. Donc, on passe directement dans le modéré, soutenu, puis exigeant. On ne peut pas mettre exigeant non plus en camp de notre voyage parce qu'on n'est pas dans les techniques. Dans aucun de notre voyage qu'on offre, on a besoin d'un piolet, d'un crampon. On n'est pas en autonomie. On a quelqu'un qui nous monte la tente, il y a un cuisinier avec nous. On porte juste des sacs de jour. Donc, on élimine exigeant, puis on élimine facile, donc il nous reste modéré et soutenu.
Juste pour vous placer un peu dans le Pérou, il y a la cordillère Nevadas. Nevada, ça veut dire qu'il y a de la glace, qu'il y a des glaciers ou qu'il y a les sommets enneigés. Donc, vous allez voir, il y en a plusieurs. Dans notre voyage, je vous sais, on a la cordillère Blanche puis la cordillère de Huayhuash qui c'est au nord de Lima. Puis après, on a des autres cordillères qui sont autour de Cusco. Donc, entre autres, on va visiter les Vilcabamba, on va visiter l'Urubamba, puis on va visiter aussi les Vilcanotas. Les Vilcanotas, c'est là au Sangate. Donc, c'est les cordillères qu'on va visiter. Là, plus bas, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais le numéro 18, c'est Apolobamba, c'est le voyage que je vous disais que ça partage un peu entre la Bolivie puis le Pérou. Bon, moi, je vous parlerai aussi juste à la fin. Des cordillères des montagnes, il y en a au Pérou, il y en a plusieurs. Ceux qui, par exemple, on était déjà allé au Népal, puis que tu te rends compte que tu peux visiter le Népal 3 fois, puis ne pas voir la même chose. Ben, le Pérou, c'est la même chose. Tu peux retourner plusieurs fois, puis tu sens que tu continues à découvrir. En fait, une fois qu'on y va, on sent que finalement, on a visité juste une toute petite partie. Euh, donc là, je vais vous parler, excusez-moi, juste pour vous le replacer encore une fois. Donc, il y a Cusco qui est au milieu. Donc, pour les voyages qui sont autour de Cusco, c'est toujours notre point d'entrée. Après, plus bas, on a les Valle do Sangate, donc vers l'est. Puis après, vers l'ouest, on a les Choquequirao, les Salcantay. Donc, c'est des voyages qu'on a développés. Donc, le circuit Choquequirao, le circuit de Salcantay. Ici en haut, il dit Sawasirai, pardon. Ça, c'est l'Urubamba, la cordillère de l'Urubamba. Donc, c'est les 4 endroits qu'on visite autour de Cusco, 4 treks très différents un de l'autre. Juste ici pour vous indiquer aussi qu'il y a plusieurs sentiers. Donc, quand on parle des chamans inca, les chamans, c'est un sentier, puis des sentiers, il y en avait partout. Donc, les chamans qu'on connaît comme les chamans Inca, c'est vraiment, moi j'aime bien les parler, les chamans royal Inca, parce que c'était le chaman qui nous faisait arriver à la porte de Machu Picchu, au site de Machu Picchu. Mais des sentiers, il y a plusieurs. Donc, on essaie toujours de trouver la meilleure façon, les meilleurs sentiers, les sentiers moins chalandés, les sentiers qui connectent 12 chamans peut-être pour que ça devienne plus intéressant. Donc, ça, c'est le cas de notre premier voyage, Sentier Inca vers le Machu Picchu. C'est un voyage de 13 jours. C'est important aussi à savoir pourquoi on ne fait pas juste des 4 jours ou pourquoi on ne vous offre pas juste les treks. Parce que pour nous, c'est très important qu'il y ait une bonne acclimatation, qu'il y ait une bonne appréciation du voyage, qu'il y ait une belle connexion avec les groupes et avec les guides avant de juste faire les treks. Donc, en faisant de longs voyages aussi, ça nous permet de mieux apprécier, puis ça nous permet que si on va prendre l'avion pour aller sinon, ben, ça vaut la peine qu'au moins on soit 12 semaines minimum. Donc voilà, c'est 3 jours d'acclimatation autour de tout ce qui est la vallée sacrée. Et il y a 4 jours dans la région de l'Urubamba, donc et il y a une journée sur les fameux chamans Inca, donc les dernières journées du chaman royal Inca qui nous fait arriver à pied au Machu Picchu. Donc, on a essayé de combiner une belle façon de rencontrer des gens, d'aller découvrir la cordillère de l'Urubamba, de rencontrer tous ces petits villages de montagne, puis ensuite arriver plus vers les Machu Picchu en marchant bien évidemment jusqu'à Machu Picchu. Donc, juste pour vous situer encore une fois avec une carte, donc on a la ville de l'Urubamba, donc on va marcher notre 4 jours là, j'ai mis en cercle orange, donc c'est les 4 jours qu'on va être là, puis après une dernière journée de randonnée ici à Aguascalientes, donc c'est les chamans Inca qui nous fait, Aguascalientes c'est la ville qui est juste en bas de Machu Picchu, donc notre dernière journée on marche par ici pour arriver au Machu Picchu. Donc 5 jours des randos et une journée donc 5 jours de rando, juste 3 dodos en camping. Donc, bien sûr, on visite le Machu Picchu dans ces voyages. On visite tout ce qui est Salcantay, Pisac, pas Salcantay, excuse-moi, Pisac, Ollantaytambo. On va rester aussi dans la communauté de Misminay. Donc,
ça nous fait notre acclimatation, puis ensuite on va vraiment aller dans cette cordillère qui est magnifique, puis que son grand atout, c'est qu'il y a trois communautés qui habitent encore là, qui entre autres, ils cultivent beaucoup de la patate en quelques lamas, donc ça nous permet de faire un petit passage dans cette communauté, puis voir comment les gens habitent en montagne de façon encore traditionnelle. L'arriero, donc la personne à qui on va les louer les mules pour cette portion, c'est un bon ami à nous aussi. Donc, c'est pas rare aussi qu'il nous invite à sa maison, nous présente sa famille, nous invite à manger. Donc, il y a plusieurs montagnes enneigées dans cette cordillère. On va pas faire des sommets, c'est rien technique. On va passer par des cols qui nous font nous sentir très proches de cette magnifique montagne. Il y a des lacs aussi, des lacs d'altitude qui sont des couleurs vraiment turquoise incroyables. Il y a, comme tu sais, il y a des communautés, donc il y a souvent des petites écoles. Des fois, ils nous invitent à jouer un peu avec eux à cette altitude. Vous allez voir que c'est pas évident jouer du soccer ou du basketball. C'est sûr que c'est les enfants qui vont avoir plus de scores que nous. Euh, donc, c'est une belle. Là, on a dans la forêt des Kéonias. Kéonias, c'est un arbre typique de la région qui est menacée. Puis là, il y a une forêt, donc on peut descendre directement par la forêt. Donc, ça nous permet de voir aussi notre écosystème, notre paysage. Les campings, c'est souvent proche d'un petit ruisseau. Puis là, on monte les campements. On n'a pas un campement établi. C'est vraiment selon la météo, selon la journée. Peut-être qu'il y a une journée et qu'on a pu avancer un peu plus pour une raison quelconque. Donc, les campements peuvent être avancés de 100 mètres s'il y a un ruisseau. Ça se peut bien qu'on a eu une belle rencontre puis que ça nous a retardé un peu. Donc, on peut aussi camper dans notre campement qui est prévu. Donc, ça, c'est la beauté aussi de cette région qu'on la connaît tellement bien qu'on peut faire 1000 variantes, puis on va quand même faire un très beau voyage. Donc, on n'est pas jamais super stressé avec les temps dans ce voyage. Ensuite, là, il y a des petites rivières, comme tu sais, c'est comme un petit ruisseau. Puis la dernière journée, quand on sort de la cordillère de l'Urubamba, puis qu'on va vers les Machu Picchu, qu'on fait les derniers chamans Inca, là, on change complètement de végétation. Là, vous voyez, là, c'est plus vert. On a presque l'impression tout de suite que c'est plus chaud puis plus humide. Ben, c'est vrai, parce que les Machu Picchu, c'est les plus bas, c'est l'endroit les plus bas que vous serez dans tout le voyage. Puis là, on commence à s'approcher tranquillement à l'Amazonie. Donc, la végétation, en effet, change beaucoup. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, plus on approche du Machu Picchu aussi dans cette chaman, plus on va trouver des anciens vestiges archéologiques jusqu'au moment qu'on arrive à la Porte du Soleil pour voir le Machu Picchu. Au Pérou, on mange beaucoup de patates. C'est souvent un des ingrédients principaux dans tous les repas. Dans les montagnes, ils vont manger patates déjeuner, midi, les lunchs, puis pour les soupers, nous, c'est sûr que c'est la nourriture un peu plus variée. Peut-être, Gaëlle, tu pourrais nous partager un peu qu'est-ce que vous savez manger dans votre séjour, à quoi ça ressemble un peu la nourriture? Bah, alors généralement pendant les treks, c'était quand même pas mal copieux, on va dire. Ça commençait souvent par une soupe ou alors de l'avocat en fait en entrée. Bah, toujours des soupes variées et vraiment bien cuisinées. Puis suivi du plat principal, on avait ça tournait généralement entre soit du poulet à la plancha, ça pouvait être du bœuf, ça pouvait être, de la truite. Ils font pas mal en fait, ces mêmes repas qui reviennent et puis, donc accompagnés de pommes de terre, de riz, de légumes et puis en fait sur les lunchs, on n'a pas forcément l'occasion d'avoir des desserts, mais oui, le soir, il y a des desserts. Pareil, toujours bien élaborés et on se demande comment ils arrivent à faire ça, en trek, juste dans une tente cuisine, mais ils y arrivent, quoi. Et puis, voilà, c'est ça, on a toujours des repas assez copieux. On meurt jamais vraiment de faim sur ces voyages-là, quoi. Donc voilà, je te laisse Mariana.
Merci. Donc, oui, en effet, c'est des repas assez variés. Et on essaie de mettre souvent à l'avant les produits locaux, donc maïs, quinoa, les soupes, sont importants parce que c'est l'eau. En altitude, on a besoin de l'eau. Donc, une soupe quand on entrée, c'est super bienvenu. On aime bien avoir des soupes quand on est en altitude. Puis, en plus, il fait un peu plus froid. Donc, ça nous hydrate bien, ça nous réchauffe. Donc, c'est souvent l'entrée, c'est une soupe. Puis, tu l'as dit, c'est vraiment varié, c'est copieux, on mange bien. Puis, et en plus, on a le temps de décorer nos assiettes, de faire des petits, là, comme c'est cocombe. Donc, sont forts nos amis au Pérou pour la nourriture. Ils font honneur à sa réputation gastronomique du pays. Salcantay, donc là, c'était pour les sentiers Inca. Salcantay, donc ces voyages étaient pensés, il y avait bien sûr les chamans Inca on peut les faire en 3, 4, 5 jours, ça dépend. Puis nous, les chamans Inca, on a besoin d'un permis, c'est très réglementé, on a besoin, une fois que tu achètes les permis, c'est par personne, les noms de la personne, tu peux pas changer, les campements sont fixes, il faut vraiment dormir, c'est inclus dans le permis, tu dors dans le site numéro 3, puis tu n'as pas le droit de changer. Donc, on voulait, c'est sûr que c'est intéressant, on comprend pourquoi c'est devenu si populaire, mais on voulait toujours chercher une façon aussi de vous faire découvrir autre chose que juste la partie du Chamaïnca, parce qu'il est justement à côté, il y a cette belle montagne, les Salcantay, c'est une montagne de plus de 7000 mètres. C'est une montagne sacrée pour les Incas, c'est encore une montagne qui représente les grands Apu. Apu, c'est comme les grands-pères, c'est vraiment important pour la culture péruvienne. Donc, on a trouvé une façon de pouvoir marcher autour de cette montagne. Donc, on contourne la montagne, on passe par une belle col de 4600 mètres, puis ensuite, hop, on embarque sur les fameux Chamaïnca pour les 3 derniers jours. Donc, c'est une belle combinaison de vous faire découvrir qu'est-ce qui peut être des voyages autour des montagnes, un peu comme on fait sur l'Urubamba, sauf qu'ici, il n'y en a pas des communautés, c'est très sauvage. Puis ensuite, embarquer sur les Chamaïnca. Il faut savoir aussi que les Chamaïnca, c'est lui que je vous parle, des 4, 5, 6 jours, que nous, on fait en 3 jours. On fait en 3 jours parce qu'on triche puis on entre comme on saute la première étape. C'est un endroit qui est très protégé par le ministère de la Culture à cause de tous ces vestiges, puis est protégé aussi par le ministère de l'Environnement. Donc, il y a beaucoup des animaux, entre autres, par exemple, les ours à lunettes. Il y a vraiment énormément un écosystème assez riche aussi. Donc, c'est un bon mélange pour ceux qui peut-être, c'est plus nature, plus c'est 7 jours de randonnée. La première partie, là, on voit les Salcantay, donc on va contourner, on commence par plus ou moins la Moyepata qu'on voit tout au sud, on monte, on contourne la montagne, hop, on entre sur les Chamaïnca, puis on finit sur les Machu Picchu. Donc, on voit 7 jours, 6 nuits en camping. Donc là, on a augmenté. L'autre, rappelez-vous, c'était 5 jours de trek, juste 3 nuits camping. Là, on est à 7 jours, 6 nuits en camping. Des dénivelés plus ou moins 700 mètres en moyenne par jour, deux bonnes cols, un col à 4006, un autre col à 4003. Puis des paysages, bien sûr, quand on visite les Machu Picchu à la fin, comme je vous dis, on passe par les Camino Inca, les fameux Camino Inca, mais on ne fait pas les parcours que tout le monde fait. On a fait comme une variante qui nous permet d'apprécier les 3 derniers jours, qui c'est à mon goût aussi les plus intéressants. Puis ça nous permet aussi de visiter, donc je vous parlais des animaux de la région, ça c'est une Vizcacha. C'est comme on sauve le lapin, Un chinchilla. ouais, sont adorables, puis on peut les voir dans cette parcours. Donc voilà, ça c'est déjà les chamans Inca, les Salcantay. Donc on ne va pas faire encore une fois pas des choses techniques. Là, cette variante aussi nous permet qu'à un moment donné, on a des animaux. Donc avant d'entrer sur les chamans Inca, on a des animaux qui transportent notre bagage. Puis une fois qu'on entre sur les chamans Inca, les animaux sont interdits. Donc là, on doit avoir des porteurs. C'est le seul voyage qu'on a des porteurs. Donc là, les porteurs viennent pour
pour nous aider à transporter les bagages. Côté porteur, on fait vraiment attention, on est fiers, on est réputé pour être la compagnie qui paye mieux puis traite mieux ses porteurs dans la région de Cusco, puis on est très, très fiers de ça. Là, tantôt, on voyait, je vais retourner. Là, c'est une vallée, c'est comme la dernière journée de Salcantay avant d'embarquer sur les chemins Inca. Donc, on passe des cols, on passe quelques vallées. C'est vraiment génial comme paysage. Et encore une fois, sur la portion de Salcantay, donc les 4 premiers jours de rando, était rare qu'il y a de ce groupe. On est vraiment presque tout le temps juste nous comme groupe dans ce parcours. Puis on n'a pas un campement fixe. On connaît différents endroits où on peut monter les campements. Évidemment, on essaie de monter les campements pour respecter les paliers d'altitude, pour qu'on est proche d'un petit ruisseau d'eau pour la cuisine, pour boire, etc. Mais on est comme moi pressé, on sent un peu la liberté, on s'approche de cette belle montagne sans être dans des sentiers très achalandés. Mais pour la dernière partie, les 3 derniers jours, ben là, on doit partager les chemins avec les autres participants qui ont aussi acheté son permis. Donc, on part autour de 100 à 150 personnes qui transitent ce sentier par jour. Donc, à la fin aussi, comme dans l'autre voyage, on va tranquillement les 3 jours sur les chemins Inca, on va changer aussi d'écosystème jusqu'on descend pour s'approcher au Machu Picchu. Donc, on va pouvoir apprécier ce sort d'écosystème beaucoup plus vert. On a des orchidées, c'est vraiment l'écosystème change complètement. Puis, on commence à percevoir tous ces vestiges qui sont juste avant le Machu Picchu. Donc, c'est souvent la dernière journée qui nous permettent vraiment d'en apprendre aussi un peu plus sur pourquoi ce chaman, l'importance, pourquoi ils ont décidé de s'établir là. Côté campement, c'est souvent, on a des tentes pour 12 personnes, on a une grande tente repas qui nous accueille les soirs puis les matins. Donc, la tente repas nous permet de nous mettre à l'abri si jamais il pleut, il vente beaucoup, donc on peut manger. Puis là aussi, parce que souvent, il fait plus froid là en montagne, dès que le soleil se couche, la température chute rapidement. Donc, quand on est assis à l'intérieur de la tente repas, puis on a des tables, on a des chaises, ben, juste le corps humain va créer une petite chaleur, donc on est assez confortable. Voilà, donc on s'approche, là on a des photos du campement. S'il fait beau, on n'est pas obligé de toujours manger à l'intérieur de la table. On peut sortir la table comme dans la photo. Donc, on peut manger dehors puis profiter de la belle journée. Souvent, les matins, s'il fait beau, ben, on peut manger dehors. Beaucoup de marches. Quand on parle des chamans Inca, c'est sûr que là, il faut faire face à des marches. Les Incas sûrement avaient des petits pieds parce que souvent, les marches ne sont pas assez larges et ils sont pas souvent la même hauteur. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des bâtons de marche, on a considéré des bonnes bottes de marche aussi qui tiennent vers la cheville, c'est recommandé. Souvent aussi, par exemple, il y a des gens qui ont un peu de vertige, il peut y avoir des mini passages vertigineux, mais pas beaucoup, puis ça passe assez rapidement. Mais c'est sûr que plus on approche au Machu Picchu, plus des roches on va avoir à marcher. Donc, avant d'aller sur Choqquequirao, je vais juste retourner voir s'il y a des questions et des réponses. Qu'est-ce qui est fourni dans le camping? Donc, Marie nous demande qu'est-ce qui est fourni en camping. Donc, c'est les tentes. Il y a des matelas de sol aussi, des matelas sol. Il y a aussi un petit oreiller qui est fourni. Comme je disais, c'est une tente pour 12 personnes. Il y a toute la portion de la tente repas, cuisine aussi qu'on s'en occupe. Donc, vous, qu'est-ce que vous devrez apporter pour les campings? C'est sac de couchage, puis c'est tout. Sac de couchage, vêtements de rechange, un petit trousse toilette, puis peut-être une toute petite trousse de premiers soins, genre les minimum plaster ou autre.
Sinon, Liner aussi peut-être pour le sac de couchage pour ceux ça, qui c'est sont optionnel. frileux? Oui, ça, c'est optionnel. C'est idéal pour les sacs de couchage, mais de toute façon, on a des rencontres de départ qu'on va parler plus à détail de tous les matériels. Là, l'idée, c'est juste de vous donner un aperçu. La température moyenne des jours et des nuits au Salcantay. Donc, les jours, c'est toujours assez disons qu'en moyenne, je ne vous savais pas parler, mais d'avril jusqu'à novembre, bon, je dirais plutôt fin septembre, c'est le bon moment d'aller au Pérou. Là, si juillet, août, ça va être les températures plus froides et plus on monte en altitude, plus va être sec et froid. Okay? Donc, la moyenne des jours, ça peut être 18-20, plus ou moins. Et la nuit, ça peut descendre, ça dépend, mais par exemple, en juillet, ça peut descendre jusqu'à -10, -5. C'est pour ça qu'on conseille fortement d'avoir un sac de couchage -18. Plus on monte en altitude, je dis, c'est plus froid. Donc, même si on est en avril-mai, si on choisit Salcantay ou si on choisit un voyage comme au Sangate, c'est sûr que les températures de la nuit peuvent descendre des zéros facile. Puis la journée peut être entre 15 et 20. Il peut y avoir des journées à 25, il peut y avoir des journées à 13. Mais en moyenne, quand le soleil est présent, ça monte rapidement la température. Le soleil est fort aussi. C'est important de bien se couvrir, protection, genre de la crème solaire, des bonnes lunettes. Pour les transports en bus, est-ce que c'est du transport privé? Ça, c'est une autre question. Vous savez, un chauffeur en transport privé tout le long du voyage, il y a toute la visite, les premières journées qu'on s'adapte à l'altitude, puis qu'on visite la vallée sacrée, on utilise plus les transports. Après, ils nous déposent sur les sentiers où on va commencer à marcher, puis ils nous récupèrent jusqu'à la fin de notre trek pour ouais, ils nous récupèrent jusqu'à la fin de notre excellent voyage. Est-ce qu'il y a un minimum d'âge pour les enfants? Ça, c'est une bonne question. Donc, les enfants, il n'y a pas nécessairement des études précises sur à quel âge peut affecter un enfant d'être en altitude. Tout notre voyage, on a assez pensé pour avoir une bonne acclimatation. C'est sûr que si votre enfant fait souvent la randonnée, est capable de suivre euh, plusieurs sorts cette année, sans être dire ah, je suis plus capable, est-ce qu'on peut faire une autre chose? Ça dépend aussi votre façon de marcher avec vos enfants. Euh, pour les enfants, je suggère fortement les voyages sentiers parce que là, on peut avoir des animaux comme un peu des soutiens. Donc, si jamais l'enfant est comme un peu fatigué, mais idéalement, je dirais, si je dois donner un âge, je dirais à partir des 13-14 ans. Donc plutôt des adolescents. Il y a une autre question, Marc-Antoine. Est-ce qu'il y a un trek au Québec qui représente bien une journée trek du voyage? C'est difficile parce qu'au Québec, on n'a pas l'altitude. Donc, ça c'est déjà difficile à s'entraîner. Il y a plusieurs montagnes dans les Adirondacks, dans le Vermont, qui peut justement avoir plus de roches, plus de racines, qui sont un peu moins étroite, plus étroite, moins large. Donc, Mansfield, par exemple, c'est un voyage que j'aime bien. N'importe quel voyage qui pour s'entraîner, je dirais, essayer de trouver des montagnes qui représentent plus ou moins 700 mètres de dénivelé minimum, puis que vous pouvez les faire en 6 à 8 heures. La norme moyenne, on va marcher 15 km par jour. On ne sait jamais si c'est en moyenne 15 km par jour, mais les rythmes en altitude, c'est plus lent. Donc, si vous vous entraînez ici à faire des randonnées autour des 700 mètres de dénivelé au plus et que vous allez souvent, votre corps va être habitué, puis sur place, ça va être beaucoup plus simple. Mais Marc-Antoine, si tu veux, appelle-moi, puis je pourrais te donner quelques listes. Diane, peut-on connaître les kilomètres de chaque rando? Comme tu disais, c'est en moyenne 15 kilomètres. Comme on n'a pas nécessairement souvent des campements super fixes, des fois ça peut être un peu plus, un peu moins. Il y a des voyages que oui, mais en général, en moyenne, c'est 15 kilomètres. Je pense que c'est les questions pour l'instant qu'il y avait.
Il y J'aime avait une bien, autre question par rapport aux valises à laquelle j'ai oui, répondu à euh, l'écrit. pour les questions, on va les répondre verbalement, comme ça tout le monde puisse avoir la réponse. La question était s'il y a quel type de valise, donc des sacs. Des sacs souples, c'est l'idéal. On évite des valises rigides, donc des sacs souples. Puis encore une fois, je vous dis, il y a une liste de matériel assez détaillée pour chaque voyage. Puis on fait toujours aussi des rencontres de départ où on passe à travers la liste des matériels avec toutes les subtilités qu'il peut avoir selon la saison, selon votre groupe, selon les voyages que vous avez choisis. Donc, pour les matériels, on peut vraiment passer 1 heure à juste parler du matériel. Donc, si vous savez des questions précises pour les matériels aussi, on va pouvoir peut-être appeler moi, puis on va pouvoir passer rapidement à travers la liste des matériels. Donc, je vais juste continuer parce que là, je vais vous parler de mon voyage préféré. Donc, si j'ai des amis qui font la randonnée puis qui me disent, je veux aller au Pérou, quel voyage tu me conseilles? Souvent, la première chose que je vais dire, c'est Choquequirao. Donc, choqué, parce que c'est dur de dire Choquequirao, donc on peut le dire, pour les amis, c'est choqué. Donc, choqué, c'est un voyage, pour ceux qui aiment bien, peut-être c'est quelque chose aussi, ma personnalité, ça fait que c'est mon voyage préféré, mais c'est un voyage qui est très bien pour l'acclimatation à l'altitude. Donc, par exemple, c'est quelque chose qui les stresse, l'altitude, est-ce que je veux bien réagir? Bah, Choquequirao, c'est les voyages pour cet été. C'est un voyage qui va tranquillement, tranquillement, tranquillement en altitude. Euh, 3 jours d'acclimatation aussi, c'est 8 jours de trek, mais la difficulté, c'est vraiment lié au dénivelé. Donc, c'est autour de 1000 à 1500 mètres de dénivelé par jour. Ça fait que si on va tranquillement en altitude, puis qu'on a 8 jours, ça veut dire aussi qu'on voit différents écosystèmes parce on monte, on descend, on monte, on descend. Donc, on gagne en altitude, on change d'écosystème dans tous les 12 jours. Puis surtout parce que ben, j'aime pas les endroits où il y a beaucoup de monde. Puis donc Machu Picchu, je suis contente de l'avoir visité. Je l'adore. Je vous dis pas de ne pas le visiter, mais si jamais vous avez l'opportunité de visiter la citadelle de Choquequirao, là, on se sent comme si si c'est nous qui on vient de découvrir, en fait, c'est un vestiaire archéologique, c'est une citadelle, c'est une cité qui était presque d'autant d'importance que le Machu Picchu, sauf que son accès est plus difficile. Pour se rendre là, il faut marcher 12 jours à faire 1000 mètres de dénivelé par jour. Donc, vous verrez bien que déjà, ça filtre énormément de personnes. Donc, c'était pas facile de construire un train, c'est pas facile de construire une route qui se rend jusqu'à cette citadelle. Donc, la seule façon de la visiter, c'est à pied. Donc, c'est pour ça qu'il est moins connu et il y a juste 25-30% de la citadelle qui est dégagée, on peut voir, mais toutes les restes sont encore cachées dans la nature. Puis nous, dans notre séjour, on va pouvoir continuer à découvrir ça mais on les voit moins parce que c'est tout caché dans la nature. C'est vraiment intéressant, c'est impressionnant comme endroit. Donc, on est plus à l'ouest de Salcantay, un peu plus à l'ouest de Salcantay. Donc, c'est le seul voyage qu'on ne va pas arriver à pied au Machu Picchu, mais on va visiter le Machu Picchu. Cependant, on va arriver à pied à la citadelle du Choquequirao. Puis là, c'est vraiment on se sent les explorateurs. On se sent dans une Indiana Jones, Tintin, je sais pas. C'est toutes ces mystiques qu'on avait de visiter le Machu Picchu. Quand on visite le Choquequirao, on peut encore les ressentir. Donc, c'est un voyage qui, on descend, on monte beaucoup, beaucoup de dénivelés, je vous l'avais dit. Les sentiers, les chemins par lesquels on va marcher, c'est souvent pas si large, c'est large pour être une mule chargée. Donc, c'est pas des endroits très transités. Comme je disais aussi, on va dans différents écosystèmes. Donc, on commence plus bas, plus dans la forêt, presque la jungle. On traverse quelques rivières, mais pas à pied. Il y a des petits ponts là.
Euh, les campements, souvent, ils peuvent être montés dans les terrasses. Donc, ça, c'est la vue du campement. On voit bien qu'il y avait, tu sais, tout ça, c'était des terrasses qui étaient faites par les Singa. Tu te demandes comment est-ce qu'ils en étaient allés là, au flanc de la montagne. Et ça, c'est la citadelle dont je vous ai parlé. Donc, la citadelle, il n'y a pas des portes d'entrée comme au Machu Picchu. On arrive souvent, c'est à la fin de la journée. On a eu une bonne journée marche. Puis là, on arrive au campement, puis on décide de monter un peu plus pour aller apprécier les couchers de soleil dans la citadelle où il y a vraiment personne. C'est magique. Euh, c'est beaucoup moins entretenu aussi parce que, comme tu sais, c'est loin, donc juste ces rentes-là, c'est compliqué. Donc, imaginez-vous ces rentes-là avec des outils pour entretenir les sites. Donc, c'est beaucoup encore caché dans la nature. La citadelle comme telle, oui, là, c'est tout dégagé, on peut la voir, on peut vraiment s'imaginer pourquoi la citadelle est là. Puis aussi, il y a une histoire assez fascinante, c'était la cachette d'un des Incas quand les Espagnols étaient arrivés, ils s'est réfugiés dans cette région parce que justement, était plus difficile d'accès. Puis là aussi, une caractéristique, c'est que souvent, dans certains endroits, il y a souvent des dessins des lamas. Donc, on peut reconnaître qu'on est à Chuquequira quand on voit ce genre euh, des dessins des lamas directement dans les murs euh, donc, il y a une unité qui est fascinante parce qu'on peut dormir vraiment c'est une journée de marche après qu'on a visité la citadelle. Puis là, ça représente une journée parfaite c'est un moment parfait pour pouvoir monter les campements, puis on peut monter les campements dans les terrasses qui sont encore des vestiges de la citadelle parce qu'elle était assez grande. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire en Machu Picchu, c'est super interdit, puis ça fait toute une autre ambiance. Là, Machu Picchu, les chamans Inca, on va partager les camps avec peut-être 4, 5, 6 autres groupes. Ici, vous allez voir qu'il n'y a pas d'autres personnes que nous. Donc, c'est des voyages, ben, là, c'est une photo que souvent on prend parce que c'est une belle photo. Ne vous inquiétez pas, on peut dire pour ceux qui ont des vertiges, c'est comme, oh my God, je ne veux pas passer par là. Mais si vous collez au mur, là, pensez qu'il y a une mule bien, bien chargée qui a aussi passé par là. Donc, si vous vous collez au mur, vous n'allez pas sentir cette vie, cette vertige. Puis c'est juste un petit passage, mais de où j'ai pris la photo, ben, ça a l'air l'impression vraiment comme si on est dans le vide, mais c'est pas comme ça. Il y a une belle vidéo dans notre site internet de cette voyage. Les sentiers, c'était un sentier aussi qui était très parcouru par les Sinkas. Donc, à un moment donné, juste à la fin, on va visiter les Chokikia que nous, on vous offre. C'est vraiment la version plus authentique. Je pense que je peux me permettre de dire ça. Donc, on va visiter les 12 jours, on va marcher les 12 jours pour arriver à la citadelle. Puis, la plupart des gens, ils vont continuer. Ben, mettons qu'il y a pas beaucoup de monde, hein, peut-être, je sais pas, 100 personnes, 50 personnes qui ont fait jusqu'à la citadelle. 25 personnes vont retourner, vont faire demi-tour, puis vont retourner où on commençait. Peut-être autres 20 personnes vont continuer jusqu'à un village où il y a une route qui peut avoir une voiture qui laisse attendre. Nous, on va encore continuer. Donc là, on a perdu presque tout le monde. Donc, peut-être les 5, 6 derniers jours, il y a vraiment presque personne. Donc, pour ceux qui adorent la randonnée un peu plus proche de la nature avec une forte continue d'histoire. C'est un voyage très, très conseillé. Et on finit un endroit qui s'appelle Huancacaye, qui est aussi une histoire intéressante. Dès là, on prend le bus. Il y a la navette qui nous attend pour aller au Machu Picchu. Là, on visite le Machu Picchu, puis on retourne à Cusco. Puis là, j'ai fini je n'ai pas encore fini, mais c'est Lausangate. Lausangate, c'est le voyage justement que Gaël a fait. Donc ça, c'est un voyage qu'on a pensé, c'est comme un mélange de tout. Donc ceux qui décidaient de faire l'Urubamba, vous vous rappelez le voyage où on était dans les lacs d'altitude avec les communautés qui on passe avec les écoles, tout ça, plus les chamans incas. Puis là, les gens avaient le goût de continuer, c'était pas assez. Mais cette histoire de rencontre, ça les attirait.
Donc là, on a fait la mélange de Ausangate, Urubamba puis Jamaïca. Donc l'Ausangate, c'est un voyage, c'est un trek de 5 jours. C'est un trek plus en altitude. Donc là, c'est l'Urubamba, ça devient notre acclimatation avant de franchir l'Ausangate. Là, on part de 5000 mètres, d'école de 5000 mètres. Puis aussi, il y a cette belle montagne là, c'est devenu très populaire, la montagne Arc-en-Ciel, qu'on va pouvoir la visiter, mais à la façon de caravaner. C'est-à-dire, vous pouvez visiter cette montagne depuis Cusco, vous vous réveillez à 4 heures du matin, vous faites je ne sais pas combien d'heures de bus, vous arrivez, vous montez au col, vous avez mal à la tête parce que vous montez trop vite à 5000 mètres, vous prenez une photo, vous redescendez. Nous, on les visite c'est presque la fin du voyage. On a fait déjà l'Urubamba, on a fait le Chamainca, on a fait déjà 12 jours ou 3 jours de marche au Lausangate. Puis là, nous, on lieu de se réveiller à 4 heures du matin, on se réveille peut-être à 6. Puis là, on arrive à cette belle montagne. Avant que toute la foule arrive, on a la montagne juste pour nous. Puis après, quand on voit que toute la foule arrive, nous, on part, puis on commence à marcher et on continue notre randonnée. Donc là, au Sangate, on est complètement dans l'est de Cusco. Donc, tantôt, on était à Urubamba, on a fait le Machu Picchu, le kilomètre 104. Puis là, on va découvrir cet autre endroit. Puis là, on va aller directement sur la cordillère de la Sangate. Donc, dans ces voyages, bien évidemment, on visite le Machu Picchu. Puis là, je pense que j'ai mis plus de photos sur la Sangate. Il y a aussi une infolette qui Gaël nous a raconté un peu de son voyage et vous l'avez reçu, c'est ses voyages. Donc, il y a quelques communautés qu'on va visiter. Il y a même la façon qu'ils s'habillent, c'est très différent à la région de l'Urubamba. Donc, on est encore dans les montagnes autour de Cusco, mais vous allez déjà voir la différence culturelle d'une cordillère à l'autre. Donc, beaucoup de moutons, quelques lamas, quelques alpacas, un peu d'agriculture, mais là, on est très haut. Des lacs, les lacs sont magnifiques. C'est des lacs aussi sacrés par les peuples. Puis la Osangate, c'est aussi une montagne que les gens vont, par exemple, aller faire des offrandes, que les gens vont, les Péruviens vont vraiment, quand ils font des demandes à la Pachamama, à la mère terre, souvent, ça va être dans les montagnes comme Salcantay ou à Osangate. Puis là, c'est la fameuse montagne arc-en-ciel. Pas Photoshop, c'est vraiment comme ça que vous la voyez. Donc, il y a des fois des photos que c'est vraiment too much, là, tu te rends compte rapidement que c'est fake, mais là, c'est vraiment une photo telle quelle. Là, on était arrivé un tout petit matin, il y avait quelques personnes, puis tranquillement, les gens arrivaient, c'est pour ça que c'est comme la dernière photo, puis nous, on est partis. Donc, ça nous permet de visiter cette montagne, puis après, on continue à parcourir notre chemin. Avant, on faisait un voyage un peu plus technique, mais aussi toute la glacier a raccourci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc maintenant, c'est vraiment pur trek, c'est pas un voyage technique du tout, du tout, du tout. Puis les lacs à la fin sont hallucinants, sont vraiment belles, c'est super beau. Et on a quelques piscines thermales de petites sources thermales qu'on va pouvoir justement profiter à la fin du voyage. Donc, dans ces voyages à l'Urubamba comme à la Sangate, on a l'opportunité de se réchauffer et de relaxer un peu notre muscle. Donc, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, c'est l'altitude, puis les plusieurs jours consécutifs de randonnée qui rendent ce voyage soutenu plus, on pourrait dire. Plus on monte en altitude, plus c'est froid. Donc, ça se peut aussi que des petits matins, on peut se réveiller avec une fine couche de neige, qui savait que le soleil, 3 heures plus tard, il n'y a plus rien. Mais ça arrive. Donc, un voyage qu'il faut être bien équipé pour les froids. À éviter aussi à 5000 mètres de faire des photos comme celle-ci. Et voilà, des glaciers, malheureusement, c'est une magnifique photo, mais ça date de peut-être il y a 10 ans. Je ne sais pas si toi, Gaëlle, tu as pu être si proche des glaciers ces glaciers, quand je suis allée déjà, étaient vraiment, vraiment raccourci. Puis voilà la piscine. Gaëlle, je ne sais pas si tu veux nous partager en 2, 3 mots euh, les voyages au Sangate. Qu'est-ce que tu as ressenti de ces voyages? Ça va être vraiment rapide parce que je vois que
la conférence touche presque à sa fin. Mais en fait, moi, ce que j'ai adoré de ce voyage, c'est que ça alliait justement le côté autant culturel que côté voyage un petit peu technique avec de l'altitude. Bien sûr, j'ai adoré en fait la partie Machu Picchu, mais aussi surtout Lao Sangaté avec vraiment la diversité de paysages qu'on peut voir à tous les jours. On peut avoir autant des paysages volcaniques comme vous allez avoir peut-être un petit peu en Islande, au Landmannalaugar. Vous allez avoir des paysages plus montagnards, enfin, avec plus de neige, des lacs de montagne, donc des lacs glaciaires. Puis quand on redescend en fait de Lao Sangaté, on a toujours ces lacs un petit peu turquoise, mais avec des plages de sable rose. Donc c'est vraiment toute cette diversité de paysages qui en fait toute sa magie en fait. Donc je recommande vraiment à ceux qui cherchent le côté, je vais pas dire multi-activité, non, mais polyvalent, on va dire, le côté polyvalent de ce voyage-là. Merci. Puis là, je vais finir par un voyage aussi qui est vraiment intéressant. Ceux qui cherchent déconnecter, faire une vraie immersion, des longs treks, là, les Waiwash, ça peut être une très belle option. Là, on n'est plus dans la région de Cusco, donc on visite pas les Machu Picchu, mais vous pouvez extensionner votre voyage pour les visiter. Donc là, si vous avez un mois pour découvrir les Pérou, vous pouvez faire ce voyage plus une extension Cusco-Machu Picchu. Sinon, en fin d'acclimatation, on est vraiment plutôt dans le nord de Lima. On a vraiment quitté la région de Cusco. On est au nord de Lima. Puis là, il y a trois cordillères, la cordillère Blanche, la cordillère Waiwaj, Huajanca, puis la cordillère Noire aussi. Donc, on est vraiment plutôt dans cette région Huaraz. C'est là qu'on va commencer notre voyage, un peu plus bas en altitude que Cusco. Puis là, on va profiter pour faire quelques journées d'acclimatation au nord, dans la Cordillère Blanche. Puis ensuite, les treks, c'est les treks du Guayguas, c'est celui qu'on va faire 8-9 jours des randonnées autour de cette magnifique montagne. Donc, on ne visite pas les Machu Picchu dans ce voyage, mais vous pouvez prolonger. C'est un peu, ça ressemble des fois un peu qu'est-ce que Gaël nous parlait, donc des lacs, des montagnes. Ici, il y a côté archéologique, on va visiter le Chavin de Huantar, qui c'est un site pré-Inca. Donc, on est vraiment côté histoire. Puis côté randonnée, côté paysage, c'est récent un peu au Sangaté, mais un peu plus beau, un peu plus beau, puis plus, on dirait aussi l'effet que c'est plusieurs jours de randonnée qui nous fait vraiment entrer dans cette immersion. On a différents cols aussi, plusieurs cols à 5000 mètres. Donc, un peu plus haut qu'au Sangaté. Et ici, on n'a pas des mules, on a des ânes. Donc, la culture aussi va changer. On a moins de contact avec les peuples, mais c'est sûr que la randonnée, les paysages sont vraiment, vraiment incroyables. On est aussi, comme toujours, proche d'un petit ruisseau d'eau. On fait des campements, ce sont des campements un peu plus fixes. Il y a des endroits pour faire les campements, donc on a des campements préétablis, mais des fois on peut passer une col, on peut contourner le col selon les niveaux de fatigue du groupe, selon aussi les conditions météorologiques. Donc c'est un voyage pour ceux qui cherchent aussi être plus en nature, qui cherchent vraiment une immersion complète, nature, longue randonnée, c'est vraiment les voyages à prioriser. Puis, c'est sûr que là, on est constant, c'est cette immensité d'une cordillère remplie des sommets enneigés. Donc, ce qui serait aller faire un voyage au Pérou, au Népal, par exemple, ça pourrait être une bonne façon de s'initier. Ceux qui sont déjà allés au Népal, donc, ils cherchent encore à faire une vingtaine de jours en Amérique du Sud, c'est aussi un très bon choix. Donc, ça, c'est un voyage qui est au nord de Lima. Puis, je vais juste vous glisser un dernier mot sur la Bolivie. C'est aussi un de mes voyages préférés en toute Amérique du Sud. Puis, encore, c'est un voyage où on va
croiser personne, on va faire notre acclimatation dans le lac Titicaca. Puis là, les paysages sont aussi des grandes beautés. Là, on est dans une région très, très protégée, très isolée, sont très vraiment pas connus. Donc, on s'éloigne de la foule. Donc, à différence d'Ausangata ou Waiwash, qu'on va toujours partager notre campement avec un ou deux groupes, ici, je peux presque vous garantir que vous partagerez pas cette campement ni le sentier avec personne d'autre que nous. Donc, ça, c'est une région hallucinante. Il y a un glacier qu'on traverse. C'est un peu plus haut, c'est le plus haut de tous. Là, on va dormir autour de 4600 mètres à tous les jours. Donc, on passe à tous les jours aussi d'écoles de 5000 mètres. Puis il n'y a pas de sentier. À la différence aussi d'Osangata et de Waiwash, il n'y en a pas de sentier. C'est nous qui avons créé notre propre sentier. Donc, c'est vraiment un excellent voyage pour ceux qui est les mordus des montagnes, les mordus des randonnées. Donc, voilà.